Pas de place pour moi à la baby shower de ma sœur. Elle et ma mère m'ont envoyé au pub miteux d'en face, disant que c'était parfait pour moi. J'ai souri et j'y suis allé. En me voyant entrer, leurs visages ont pâli. La baby shower de ma sœur Chloé a coûté 15 000 €. Le jardin était rempli de ballons roses et de rubans dorés. Tout le monde portait des robes coûteuses et tenait des flûtes de champagne. Ils étaient parfaits. Et puis il y avait moi. Je portais mon sweat à capuche gris oversize préféré et un jean. Je me tenais près de l'entrée avec un petit sac cadeau, essayant de sourire. Ma mère, Hélène, est venue droit sur moi. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle a regardé mes vêtements comme s'ils étaient couverts de boue. Camille, a-t-elle chuchoté. Sa voix était basse et froide. Tu gâches toute l'esthétique. J'ai senti une douleur vive dans la poitrine, mais j'ai gardé un visage calme. Maman, je viens d'arriver, ai-je dit doucement. Elle a secoué la tête et a montré l'autre côté de la ruelle. Il y avait là un grand entrepôt rouillé. Il avait l'air vieux et abandonné. Va t'asseoir là-bas, a-t-elle dit. Reste hors du cadre jusqu'à ce que les photos professionnelles soient terminées. Tu as l'air pauvre. Tu n'as pas ta place ici. J'ai regardé Chloé. Elle a vu maman me repousser. Elle a juste ri et tourné le dos. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. D'accord, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'affreux entrepôt. Il pensait m'envoyer à la poubelle. Il n'avait aucune idée. Je n'entrais pas dans une décharge. J'entrais dans mon quartier général, et je détenais les clés de tout. Je me suis éloigné de l'entrée du jardin. Mes baskets faisaient un léger crissement sur le gravier. Je sentais les yeux de l'agent de sécurité dans mon dos. Il ne me regardait pas comme une invitée. Il me regardait comme un chien errant qui se serait approché trop près d'un pique-nique. Je ne suis pas allé loin au début. Je suis juste sorti du cadre comme le voulait ma mère. Je me suis appuyé contre le mur de briques de la ruelle. Les briques étaient rugueuses et froides contre mon sweat. De là où je me tenais, je pouvais encore tout voir. La haie n'était pas assez haute pour bloquer la vue de la fête, et elle n'était certainement pas assez épaisse pour bloquer le son. C'était une belle fête. Je devais admettre que ma sœur Chloé avait toujours su comment dépenser l'argent. Le thème était le jardin doré. Tout était or, blanc ou rose poudré. Il y avait des arches faites de vrais roses. Les nappes étaient en soie. Il y avait un quatuor à cordes qui jouait de la musique classique douce dans un coin. On aurait dit une page de magazine. Et il y avait Chloé. Elle était assise sur un grand fauteuil en velours qui ressemblait à un trône. Elle portait une robe en dentelle blanche qui épousait parfaitement son ventre arrondi de femme enceinte. Ses cheveux blonds étaient bouclés et brillants. Elle riait, la tête renversée en arrière, tenant un verre de cidre pétillant. Ma mère, Hélène, planait autour d'elle. Elle arrangeait les cheveux de Chloé, lissait sa robe et dirigeait le photographe. Maman était belle, elle aussi, dans une robe bleu marine qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle avait l'air de la future grand-mère parfaite. Je les observais. Je sentais une douleur sourde et lourde dans ma poitrine. Ce n'était plus une douleur vive. C'était une vieille douleur. C'était la même douleur que j'avais ressentie quand j'avais obtenu mon diplôme du lycée et qu'ils avaient oublié de venir à la cérémonie parce que Chloé avait une audition de mannequinat. C'était la même douleur que j'avais ressentie quand j'avais emménagé dans mon premier appartement et qu'ils n'étaient jamais venus me voir parce que c'était dans un quartier malfamé. J'étais l'erreur, la déception. Chloé était la star. J'ai vu un serveur passer près du bord de la terrasse avec un plateau de hors-d'œuvre. C'était de petits cakes au crabe avec des flocons d'or dessus. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais pas mangé de la journée. J'avais été trop occupé à travailler sur la logistique du lancement d'automne. J'étais venu ici en vitesse après une réunion, attrapant le cadeau que j'avais mis des semaines à fabriquer. J'ai fait un demi-pas en avant, pensant que je pourrais peut-être juste prendre une collation et me retirer. Hélène m'a vu instantanément. Son radar pour moi était parfait. Elle a cessé de sourire. Elle s'est excusée auprès d'un groupe de femmes portant de grands chapeaux et s'est dirigée vers le bord de la terrasse. Elle n'est pas venue jusqu'à la ruelle. Elle s'est juste tenue à la limite où la terrasse en pierre coûteuse rencontrait l'asphalte sale. Camille, a-t-elle sifflé.
Elle n'a pas crié, mais sa voix portait. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit d'aller à l'entrepôt. J'ai faim, maman, ai-je dit. Je voulais juste un cake au crabe. Elle m'a regardé avec un dégoût pur. Tu ne vas pas manger la nourriture du traiteur. Cette nourriture coûte 20 € la bouchée. C'est pour les invités, pour les gens qui ont apporté des cadeaux appropriés, pour les gens qui ont leur place ici. Elle a baissé les yeux sur le sac cadeau dans ma main. C'était un simple sac en papier craft. J'aimais le look simple. Je l'avais noué avec un morceau de ficelle. À l'intérieur se trouvait une couverture tricotée à la main, faite du mélange de cachemire le plus doux et le plus cher au monde. Tissu provenant de mes propres usines. Elle valait des centaines d'euros, mais pour elle, ça ressemblait à un déchet. Regarde ce sac, a-t-elle dit en secouant la tête. On dirait que tu as pris un sandwich dans une station-service. Ne pose pas ça sur la table des cadeaux. Ça va ruiner les photos. C'est pour le bébé, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient un peu. Donne-le-moi plus tard, a-t-elle agité la main, quand tout le monde sera parti. Ou laisse-le simplement dans ta voiture. Honnêtement, Camille, regarde-toi. Tout le monde demande qui tu es. J'ai dû dire à Madame Lefebvre que tu étais une employée engagée pour le nettoyage pour ne pas mourir de honte. Employée engagée. Elle avait dit à ses amis que j'étais l'agent d'entretien. Je suis ta fille, ai-je dit. Alors commence à te comporter comme une Dubois, a-t-elle lancé. Les Dubois ne portent pas de sweat à capuche aux événements mondains. Les Dubois n'ont pas l'air de dormir dans leur voiture. Maintenant, recule. Le photographe prépare un plan large. Elle m'a tourné le dos et s'est éloignée. Je suis resté où j'étais. Je ne pouvais plus bouger. Je me sentais figé. Je l'ai regardé retourner à la table principale. Il y avait une longue table dressée pour la famille proche. Elle avait de magnifiques cartons de placement calligraphiés. J'ai vu un carton avec le nom Chloé. À côté, Vincent, le mari de ma sœur. Puis Hélène, puis mon père, et tout au bout, il y avait un carton. J'ai plissé les yeux. Il y était écrit Camille. Au moins, il m'avait réservé une place. Pendant une seconde, une minuscule lueur d'espoir a jailli en moi. Peut-être qu'après les photos, je pourrais m'asseoir. Peut-être que je pourrais manger. Peut-être que je pourrais faire partie de la famille. Puis j'ai vu Chloé pointer la table. Elle a dit quelque chose à l'organisatrice de l'événement. Elle a montré mon carton, puis elle a montré la chaise supplémentaire. Elle a ri. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un gloussement cruel et aigu. L'organisatrice, une jeune femme avec un presse-papier qui avait l'air stressé, a hoché la tête rapidement. Elle s'est approchée du bout de la table. Elle a pris la chaise avec mon nom dessus et l'a pliée. Elle l'a traînée sur le côté. Puis elle a pris le petit carton blanc où il était écrit Camille. Elle a cherché un endroit où le mettre. Chloé a dit autre chose. L'organisatrice a hésité. Puis elle a jeté le carton dans une poubelle voisine. Il a volé jusqu'aux déchets, atterrissant sur des serviettes usagées et des queues de crevettes. Ma place n'avait pas seulement été déplacée. Elle avait été jetée. Les invités applaudissaient maintenant. Vincent, mon beau-frère, portait un toast. Il était debout, tenant son verre haut. Il portait un costume gris qui lui allait un peu trop serré. Vincent aimait se faire passer pour un grand entrepreneur de la tech, mais je savais qu'il n'avait pas fait de bénéfices depuis 3 ans. À ma magnifique épouse, à claironner Vincent, et à la famille Dubois pour m'avoir accueilli et soutenu. Nous sommes si chanceux d'avoir un cercle si fort et solidaire. Tout le monde a acclamé. Santé! Santé! Je me tenais dans la ruelle, serrant mon sac en papier craft. Je faisais partie de ce cercle. Techniquement, c'était moi qui avais payé le leasing de la voiture de Vincent le mois dernier quand il avait oublié de faire le virement. C'était moi qui avais payé la taxe foncière de la maison de maman quand elle avait dépensé sa retraite pour une croisière. J'étais le soutien solide, mais je n'étais pas autorisé à m'asseoir à la table. Un serveur est sorti par le portail latéral pour fumer une cigarette. Il m'a vu debout là. C'était un jeune homme, peut-être 20 ans. Il avait l'air fatigué. Il a regardé mon sweat. Puis il a regardé la fête. Puis il m'a regardé à nouveau.
Journée difficile, a-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Il a fouillé dans la poche de son tablier et a sorti un cake au crabe écrasé enveloppé dans une serviette. Tenez, a-t-il dit. J'en ai piqué un. Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que ces riches. J'ai regardé la nourriture écrasée. La gentillesse d'un étranger. Ça faisait plus mal que la cruauté de ma mère. Ça m'a piqué les yeux. Merci, ai-je dit. Je l'ai pris. Je ne l'ai pas mangé. J'ai juste tenu la serviette chaude. Vous êtes de leur famille, a-t-il demandé, en faisant un signe de tête vers la fête. Non, ai-je menti. C'était plus facile que d'expliquer. J'attends juste qu'on vienne me chercher. Eh bien, n'attendez pas trop longtemps, a-t-il dit. Ils sont sur le point de couper le gâteau. Il a 6 étages. Vanille et framboise. Coûte plus cher que mon loyer. Il a écrasé sa cigarette et est retourné servir ma famille. Je l'ai regardé partir. J'ai jeté un dernier regard sur la fête. Chloé coupait la première part. Maman applaudissait. Papa regardait son téléphone, ignorant tout le monde, mais il était toujours là. Il était toujours assis. J'ai regardé la poubelle où se trouvait mon nom. Quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était un déclic silencieux, comme une porte qui se verrouille. Pendant des années, j'avais essayé d'acheter ma place à cette chaise. Je pensais que si je leur donnais de l'argent quand ils avaient des problèmes, ils m'aimeraient. Je pensais que si je réglais leurs problèmes, ils me respecteraient. Je pensais que si je restais silencieux et humble, ils verraient ma valeur. J'avais tort. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que ce qu'ils pouvaient me prendre. Et quand je n'avais pas la bonne apparence, ils me jetaient. J'ai baissé les yeux sur mes vêtements. Mon sweat à capuche était un prototype. Le tissu était un tissage haute densité, résistant à l'eau, respirant et incroyablement cher à fabriquer. Le jean était renforcé avec une couture brevetée que j'avais inventée. Pour eux, j'avais l'air pauvre. Pour quiconque connaissait l'industrie, je portais le futur de la mode. Tu gâches l'esthétique, avait dit maman. D'accord, ai-je murmuré à la ruelle vide. Je vais y aller. J'ai tourné le dos au ballon rose et au ruban doré. J'ai tourné le dos au champagne et au faux sourire. J'ai fait face à la ruelle. J'ai fait face à l'affreux entrepôt rouillé de l'autre côté, le bâtiment que ma mère avait désigné comme une punition. Elle pensait m'exiler dans les bas-fonds. Elle pensait m'envoyer m'asseoir dans la saleté. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans la ruelle sentait la pluie et la vieille poussière de la ville. Ça sentait meilleur que le parfum lourd du jardin. J'ai commencé à marcher vers l'entrepôt. Je n'ai pas regardé en arrière, même pas quand les applaudissements pour la découpe du gâteau ont commencé. J'en avais fini de mendier une place à une table que j'avais payée. La ruelle faisait environ 6 mètres de large. Elle séparait l'arrière du centre événementiel de luxe du quartier industriel. Le sol était un pavement inégal et fissuré, avec des mauvaises herbes qui poussaient à travers le béton. J'ai marché lentement. Je n'étais plus pressé. Je n'avais nulle part où aller. Le bâtiment en face de moi était massif. C'était 4 étages de briques rouges tachées de suie et de temps. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient barrées par de lourdes grilles en fer. La peinture de la porte principale s'écaillait, révélant des couches de rouille grise et noire en dessous. Il y avait une enseigne suspendue par une seule chaîne qui grinçait au vent. On pouvait y lire « Gestion immobilière, défense d'entrée ». Pour le monde extérieur, cet endroit était une zone morte. C'était juste une autre usine oubliée dans une ville qui en était pleine. Ma mère avait probablement regardé ce bâtiment 1 millier de fois et n'avait ressenti que de la pitié pour quiconque devait s'en approcher. Elle ne savait pas que la laideur était le meilleur système de sécurité au monde. J'ai atteint la lourde porte en acier. On aurait dit qu'elle n'avait pas été ouverte depuis 50 ans. Il n'y avait pas de poignée, juste un panneau de métal lisse et plat qui ressemblait à une rustine. J'ai fouillé dans la poche de mon jean et j'ai sorti une carte noire. Elle était noire mat, lourde, en titane. Il n'y avait pas de chiffre dessus, juste un petit logo en relief au centre, une simple aiguille et un fil formant un cercle. J'ai tenu la carte devant la plaque de métal rouillée. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Le vent a fait passer un emballage de bonbons devant mes pieds. Puis, un bip.
Une douce lumière bleue a souligné le panneau métallique. Le son de lourds verrous se rétractant a résonné de l'intérieur de la porte. Clac, clac, pskit. La lourde porte n'a pas grincé. Elle a glissé en s'ouvrant en douceur, sur des rails magnétiques silencieux. J'ai franchi le seuil. Au moment où j'ai passé la ligne, le monde a changé. Le bruit de la ville a disparu. Le vent, le trafic lointain, le faible son du quatuor à cordes de la fête, tout s'est évanoui. La porte s'est refermée derrière moi, se scellant avec un bruit de pressurisation. J'étais dans un sas. L'air ici était frais, filtré, et sentait le linge propre et l'ozone. L'éclairage était doux et encastré. Les sols n'étaient pas en béton sale. Ils étaient en époxy poli, blanc et brillant. J'ai marché vers la deuxième porte. Un panneau de verre qui a scanné ma rétine. Bon retour, directrice Dubois, a dit une voix informatisée. Le verre a glissé pour s'ouvrir. Je suis entré dans l'atrium de l'Iron Line Collective. C'était une ruche. C'était la seule façon de le décrire. L'espace était immense, un open space qui s'étendait sur toute la longueur du bloc d'entrepôt. Les hauts plafonds étaient apparents, montrant des conduits de ventilation argentés et des systèmes d'éclairage intelligents, mais ce n'était pas une usine au sens ancien du terme. C'était un laboratoire de la mode. À ma gauche, l'équipe logistique travaillait derrière un mur d'écrans de verre. D'énormes écrans affichaient les itinéraires d'expédition, l'emplacement des conteneurs de fret et les niveaux de stock de tissus d'Italie, du Japon et du Pérou. À ma droite, le studio de design bourdonnait d'activité. Des mannequins étaient vêtus de vêtements à moitié finis qui ne seraient pas vus par le public avant 2 ans. Il y avait des rouleaux de tissu qui coûtaient plus cher au mètre que la bague de mariage de ma sœur. Et les gens, mes gens, il y avait environ 50 personnes sur le plateau aujourd'hui, même si c'était un samedi. Ils ne portaient pas de costume. Ils portaient des sweats, des jeans, des t-shirts, des vêtements confortables, fonctionnels, et pour la plupart fabriqués par nous. Une femme nommée Sarah est passée à côté de moi avec une tablette. C'était la chef de notre département d'ingénierie textile. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Camille, a-t-elle dit. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec respect. Je croyais que tu prenais ta journée pour le truc de ta sœur. C'était le cas, ai-je dit. J'ai baissé ma capuche. Mes cheveux étaient un peu en désordre à cause du vent, mais ici, personne ne s'en souciait. Ça ne s'est pas bien passé. Sarah a regardé mon visage. Elle a vu la tension dans ma mâchoire. Elle était avec moi depuis que j'avais lancé cette entreprise dans un garage il y a 5 ans. Elle connaissait l'histoire. Ils ont recommencé, a-t-elle demandé à voix basse. Ouais, ai-je dit. Ils ont recommencé. Je suis désolé, a-t-elle dit. Tu as besoin de quelque chose? On fait les tests de résistance sur la nouvelle ligne de polymères d'hiver. Les résultats sont incroyables. Ça pourrait te remonter le moral. J'ai souri. C'était un petit sourire faible, mais il était réel. Ouais, ça me semble bien. Je serai dans mon bureau dans 1 minute. D'accord, a-t-elle dit. Elle n'a pas insisté, elle a juste hoché la tête et est retournée au travail. J'ai traversé l'allée centrale. Chaque personne qui m'a vu m'a fait un signe de tête ou de la main. Ils ne voyaient pas une pauvre fille en sweat. Ils voyaient la fondatrice. Ils voyaient la femme qui signait leurs chèques de paie. Des chèques de paie qui étaient le double du standard de l'industrie. Ils voyaient la femme qui avait bâti un empire à 8 chiffres à partir de rien. Ma famille pensait que j'étais au chômage. Ils pensaient que je dérivais parce que je n'avais pas un travail de 9 à 5 dans un immeuble de bureau du centre-ville. Ils ne comprenaient pas que je n'avais pas besoin d'un travail. J'étais l'employeur. J'ai gardé mon entreprise secrète pour une raison. Au début, c'était parce que j'avais peur d'échouer. Je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi si ça ne marchait pas. Mais ensuite, l'entreprise a décollé. Nous avons commencé à concevoir des vêtements en marque blanche pour de grandes marques de luxe. Puis nous avons lancé notre propre ligne de vêtements de ville haute performance directement aux consommateurs. L'argent a commencé à affluer. Des millions. J'avais essayé de leur en parler une fois, il y a environ 3 ans. J'ai dit à ma mère que je lançais une entreprise. Elle avait ri. Oh, ma chérie, comme une boutique sur Etsy.
C'est mignon. Ne me demande juste pas d'argent pour la laine. Alors, j'ai fermé la bouche et je ne l'ai plus jamais ouverte. Je les ai laissés penser que je galérais. Je les ai laissés penser que l'argent que je leur donnais venait d'économies ou de petits boulots. Ça les faisait se sentir supérieurs. Ça les faisait se sentir comme les personnes qui avaient réussi. Et franchement, c'était plus facile de faire un chèque que d'expliquer l'économie complexe de la chaîne d'approvisionnement à des gens qui ne se souciaient que de l'apparence des choses sur Instagram. J'ai marché vers l'ascenseur au fond de la salle. Il fallait une empreinte digitale pour l'ouvrir. Je suis monté au 4e étage. C'était mon sanctuaire. Les portes se sont ouvertes sur mon bureau privé. C'était une boîte de verre suspendue au-dessus de l'étage principal. D'ici, je pouvais tout voir. Je pouvais voir les machines à coudre ronronner. Je pouvais voir les designers se disputer sur les palettes de couleurs. Je pouvais voir le sang vital de ma création. J'ai marché jusqu'à mon bureau. C'était une grande plaque de bois de récupération. Il n'y avait pas de désordre, juste mon ordinateur, un carnet de croquis et le grand livre. Je me suis assise. La chaise était en cuir ergonomique, parfaitement ajustée à mon corps. J'ai tourné sur moi-même et j'ai regardé par la fenêtre. Comme l'entrepôt était plus haut que les bâtiments environnants, j'avais une vue. Je pouvais regarder en bas dans la ruelle. Et au-delà de la ruelle, je pouvais voir la garden party. Je les regardais de haut maintenant. D'ici, ils avaient l'air petits. Les ballons roses ressemblaient à des poings. Le trône de Chloé ressemblait à une chaise de poupée. Je pouvais voir les serveurs se déplacer. Je pouvais voir ma mère passer de groupe en groupe, parlant probablement de la difficulté de trouver de bons employés de nos jours. J'ai ressenti une étrange sensation. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas petite. J'ai posé le sac en papier craft sur mon bureau. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la couverture. J'ai passé mes doigts sur le doux cachemire gris. J'y avais tissé un motif. De minuscules étoiles subtiles. Je l'avais faite avec amour. J'avais voulu envelopper ma nièce ou mon neveu dans quelque chose de sûr et de chaud, mais ils ne voulaient pas de ma chaleur. Ils voulaient mon absence. Je me suis tourné vers mes écrans d'ordinateur. J'ai appuyé sur la barre d'espace pour les réveiller. 3 énormes écrans se sont allumés. Sur l'écran de gauche se trouvait mon calendrier. Sur l'écran du centre, le tableau de bord de l'entreprise affichant les ventes du jour, 45 200 € depuis minuit. Sur l'écran de droite se trouvait mon interface bancaire personnelle. J'ai fixé l'écran de la banque. J'avais un dossier nommé soutien familial. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je savais que ça ferait mal, mais le déclic dans ma poitrine, la porte qui se verrouillait, me poussait. Ouvre-le, a dit une voix dans ma tête. Regarde la vérité. J'ai cliqué sur le dossier. Un tableur s'est ouvert. Il était sans fin. 12 juin, 4 500 €, remboursement de la carte de crédit de Chloé. 1er juillet, 2 200 €, urgence médicale de maman, Botox. 15 juillet, 8 000 €, financement relais pour le prêt commercial de Vincent. 3 août, 1 500 €, acompte pour le lieu de la baby shower de Chloé. Je me suis figé. J'ai cligné des yeux et j'ai regardé de plus près cette dernière ligne. 3 août, acompte pour le lieu. J'avais payé pour le lieu. J'avais payé pour le jardin d'où l'on venait de me chasser. Ma mère m'avait appelé ce jour-là en pleurant. Elle avait dit que Chloé voulait vraiment ce jardin spécifique, mais qu'il leur manquait la compte et que s'ils ne payaient pas avant midi, ils perdraient la date. Elle m'avait supplié. Elle avait dit, « Camille, s'il te plaît, juste cette fois. Je te rembourserai. » Elle ne m'a jamais remboursé. Et aujourd'hui, debout dans ce jardin, elle m'avait dit que je n'avais pas ma place. J'ai senti un frisson glacial parcourir mon échine. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la clarté. Une clarté froide et dure. J'ai fait défiler vers le bas. Les chiffres sont devenus flous. Des dizaines de milliers d'euros, peut-être des centaines de milliers au cours des 5 dernières années. J'avais financé leur style de vie. J'étais la raison pour laquelle Chloé pouvait acheter des chaussures de créateur. J'étais la raison pour laquelle Vincent pouvait prétendre être un PDG. J'étais la raison pour laquelle maman pouvait organiser ses fêtes.
Et en retour, il jetait mon nom à la poubelle. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre la fête. Il riait. Il buvait du champagne que j'avais probablement payé aussi. Je n'étais pas la victime. J'étais la batterie. J'étais la source d'énergie. Et il ne faisait que me vider, se plaignant que je n'étais pas assez brillante pendant qu'il le faisait. D'accord, ai-je dit à voix haute. Ma voix sonnait différemment dans le bureau silencieux. Elle semblait plus profonde, plus forte. J'ai attrapé le téléphone sur mon bureau. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé Chloé. J'ai composé le numéro de la banque, la ligne de gestion de patrimoine privé. Ils ont décroché à la première sonnerie. Mademoiselle Dubois, a dit le banquier, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'ai regardé la fête une dernière fois. J'ai vu Vincent lever un autre verre. Je dois apporter quelques modifications à mes virements permanents, ai-je dit. Et je dois annuler les cartes supplémentaires rattachées à mon compte. Toutes, madame? Cela inclut les cartes émises à Hélène Dubois et Chloé Lawson. Oui, ai-je dit, avec effet immédiat. Et le paiement automatique de l'hypothèque sur la propriété de la rue des Érables. C'était la maison de maman. J'ai fait une pause. Mon doigt planait au-dessus du bureau. Si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'était la guerre. Je me suis souvenu du serveur me tendant le cake au crabe écrasé. Je me suis souvenu de l'organisatrice jetant mon nom à la poubelle. Annulez-le, ai-je dit. Annulez tout. Compris, a dit le banquier. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient stables. En bas, la fête continuait. Il n'avait aucune idée que le robinet venait d'être fermé. Il dansait sur un sol qui était sur le point de disparaître. Je me suis retourné vers mes écrans de travail. J'avais une entreprise à diriger. J'avais une ligne d'automne à lancer. J'avais une livraison arrivant de Tokyo dans 2 heures. J'en avais fini d'être la sœur qui ne cadrait pas. Il était temps de se mettre au travail. L'appel à la banque fut bref, mais j'eus l'impression de m'être libéré d'une ancre. Je posai le téléphone. Ma main tremblait encore, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je tournai ma chaise vers la salle. Mon équipe travaillait. Le bourdonnement des serveurs et le cliquetis rythmé des machines à coudre me ramenèrent à la réalité. C'était ma réalité. Pour ma famille, j'étais Camille la vagabonde. Camille la ratée. Camille qui portait des vêtements amples parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir de belles choses. Il ne savait pas que le sweat que je portais était l'Iron Line Mark IV. Il était imperméable, coupe-vent et résistant au feu. J'avais conçu le tissage du tissu moi-même. Je l'avais breveté il y a 3 ans. Nous en avons vendu 10 000 unités le mois dernier seulement, à 300 € pièce. Je me suis levé et suis sorti de mon bureau de verre, descendant les escaliers métalliques jusqu'à l'étage principal. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de sentir le travail. Sarah, ai-je appelé. Sarah leva les yeux d'une table où elle inspectait un rouleau de tissu bleu nuit. Oui, patronne. La livraison de Tokyo. Elle a passé la douane? Tout à l'heure, dit-elle. La notification est sur ton tableau de bord. Nous avons le feu vert pour le lancement d'automne. J'ai hoché la tête. Bien. Et le partenariat avec le fournisseur de cuir italien? Signé et scellé, dit-elle en souriant. Ils ont adoré tes croquis. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu une telle structure depuis les années 90. J'ai touché le tissu sur la table. Il était frais et lisse. C'était qui j'étais vraiment. Je n'étais pas seulement une fille qui aimait coudre. J'étais la fondatrice de l'Iron Line Collective. Nous ne faisions pas que des vêtements. Nous fabriquions des armures pour la vie moderne. Nous fournissions de l'équipement à des athlètes de haut niveau, à des milliardaires de la tech et à des équipes de tournage travaillant dans des conditions météorologiques extrêmes. J'avais bâti ça parce que j'étais seul. C'était la vérité. Il y a 5 ans, quand Chloé attirait toute l'attention pour ses concours de beauté et que maman était occupée à être une mère de scène, je passais mes nuits dans le garage. Je démontais de vieux manteaux. J'apprenais comment ils étaient faits. J'apprenais pourquoi ils se cassaient.
Je voulais faire des choses qui ne se cassaient pas. Je voulais faire des choses qui duraient. Peut-être parce que je me sentais si brisé moi-même. Je me souviens du jour où j'ai fait mon premier million. C'était un mardi. J'avais 22 ans. J'étais assise dans cet entrepôt quand il n'y avait que moi et une machine à coudre, et une entreprise de la tech a commandé 5000 vestes personnalisées pour son personnel. Je me souviens avoir fixé le solde bancaire sur mon écran. 1 200 000 €. J'avais pris le téléphone pour appeler ma mère. Je voulais crier, « Regarde, regarde ce que j'ai fait. Je ne suis pas une ratée. » Mais je n'ai pas appelé. Je me suis souvenu pourquoi. 2 jours avant, maman m'avait demandé de lui prêter 50 € pour l'essence. Quand je les lui ai donnés, elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Ça doit être bien de n'avoir aucune responsabilité, Camille. Certaines d'entre nous ont de vraies factures. » Elle pensait que je livrais des pizzas. Elle se moquait de mon petit boulot. Si je lui avais dit que j'étais millionnaire, la dynamique n'aurait pas changé. Elle n'aurait pas été fière. Elle aurait juste demandé plus d'argent. Elle aurait dit, « Super, maintenant tu peux payer le mariage de Chloé. Maintenant tu peux m'acheter une maison. » Il ne m'aurait pas aimé. Il m'aurait juste consommé. Alors, j'ai gardé le secret. J'ai gardé le sweat. J'ai gardé la vieille voiture. J'ai joué le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je voulais toujours leur amour. Alors, je suis devenu leur filet de sécurité. Je suis devenu la banque de dernier recours. Je suis remonté à mon bureau. Je me sentais lourde. L'adrénaline s'estompait et la tristesse revenait s'insinuer. Je me suis assise et j'ai rouvert le grand livre du soutien familial. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de le regarder vraiment, ligne par ligne. J'ai cliqué sur l'onglet intitulé Vincent, mon beau-frère, le mari de Chloé. Il se disait entrepreneur. Il portait des costumes chers et parlait de disrupter le marché. J'ai regardé les transactions. Janvier, 15 000 € pour les coûts de serveur d'une start-up. Mars, 10 000 € pour les frais juridiques d'un brevet. Avril, 20 000 € pour une paie d'urgence pour garder son personnel. Je lui avais viré cet argent directement. Il m'avait dit, les larmes aux yeux, que si je n'aidais pas, de bonnes personnes perdraient leur emploi. Il m'avait dit qu'il était si près d'une percée. Il m'avait promis des parts dans son entreprise. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. J'ai des ressources. J'ai une équipe d'analystes de données en bas. J'ai tapé le nom de son entreprise, Lawson Tech Solutions. J'ai fait une recherche rapide dans le registre des entreprises de l'État. Statut, inactive dissoute il y a 2 ans. Mon souffle s'est coupé. L'entreprise n'existait pas. Elle n'existait plus depuis 2 ans. J'ai vérifié le numéro de compte où j'envoyais l'argent. Ce n'était pas un compte professionnel. C'était un compte courant personnel. Il ne payait pas de personnel. Il ne payait pas pour des serveurs. J'ai regardé ses réseaux sociaux. J'ai remonté jusqu'en janvier. La même semaine où je lui ai envoyé 15 000 € pour les coûts de serveur, il avait posté une photo de lui et Chloé à Saint-Tropez. Légende, on bosse dur au paradis. Béni la vie. Il avait utilisé mon argent pour emmener ma sœur en vacances. J'ai eu la nausée, physiquement malade. J'ai vérifié le paiement de mars, les frais juridiques. Cette même semaine, il a acheté une nouvelle Rolex. Je l'ai vu à son poignet sur une photo du dîner de Pâques. Il me volait. Ce n'était même plus un emprunt. C'était de la fraude. Il m'a regardé dans les yeux, a joué sur ma sympathie et m'a volé. Et le pire, c'est qu'il en a probablement ri. Il a probablement dit à Chloé, j'ai eu un autre chèque de la bizarre. J'ai changé d'onglet pour maman. Mais, 3 000 € pour la réparation du toit. J'ai zoomé sur la date. Je me souvenais de ce jour. Elle m'avait appelé, paniqué. Il y a une fuite, Camille. Il y a de l'eau partout. J'ai envoyé l'argent instantanément. Je me suis connecté à la base de données des permis de la ville. Aucun permis de travaux de toiture n'a jamais été déposé pour son adresse. J'ai regardé son relevé de carte de crédit, auquel j'avais accès parce que j'étais co-signataire. Une autre erreur. 3 jours après que j'ai envoyé l'argent pour le toit,
il y avait un débit de 2800 € dans un spa médical de luxe, le centre de rajeunissement. Ce n'était pas un toit. C'était un lifting. Elle m'avait regardé en face, avait menti sur sa maison qui tombait en ruine, avait pris mon argent et était allée se faire de la chirurgie esthétique pour être belle à des fêtes où elle ne me laissait pas m'asseoir. J'ai fixé l'écran. Les chiffres n'étaient plus seulement des mathématiques. C'étaient des preuves. C'étaient des preuves que ma famille ne se contentait pas de m'ignorer. Ils s'attaquaient activement à moi. Ils me voyaient comme une ressource à exploiter. Ils me gardaient dans leur entourage, juste assez près pour demander des faveurs, mais assez loin pour que je ne ruine pas leur image. J'étais leur distributeur automatique de billets. Un distributeur qu'ils frappaient quand ils ne distribuaient pas d'argent assez vite. Directrice, j'ai sursauté. Mon chef de la sécurité, Marc, se tenait à ma porte. C'était un grand gaillard, un ancien militaire. Il s'occupait de la sécurité physique de l'entrepôt et de nos expéditions de grande valeur. « Désolé de vous interrompre », a-t-il dit. « Mais nous avons une situation en bas. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, en m'essuyant le visage. Je réalisais que j'avais pleuré. « La fête d'à côté », a dit Marc. Il a pointé son pouce par-dessus son épaule. Le gérant du lieu de l'événement est à notre quai de chargement. Il demande à parler au propriétaire du bâtiment. Il semble en détresse. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi nous demande-t-il? Apparemment, il y a un problème de paiement avec les clients, a dit Marc. Un petit sourire entendu effleura ses lèvres. Il savait qui étaient les clients. Il dit que la carte de crédit enregistrée a été refusée. Il a essayé de trouver le titulaire de la carte, une certaine Camille Dubois, mais la mère lui a dit que cette personne était partie. Je me suis levé. Un calme glacial m'envahit. C'est moi qu'il cherche, ai-je dit. J'ai compris, a dit Marc. Voulez-vous que je le renvoie? J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. La garden party était baignée d'une lumière dorée. Je voyais les invités commencer à partir, mais la famille, ma famille, était toujours là. Non, ai-je dit. Ne le renvoyez pas, dites-lui que je descends tout de suite. J'ai attrapé mon sweat. Je l'ai enfilé. Je l'ai remonté jusqu'au menton. Et Marc? Oui. Déverrouiller le portail arrière, celui qui relie notre terrain à leur terrasse. Marc a haussé un sourcil. Vous y retournez? Non, ai-je dit. Je vais juste m'assurer que le message est bien reçu. J'ai regardé le grand livre une dernière fois. J'ai appuyé sur le bouton d'impression. L'imprimante a vrombi. 10 pages de mensonges, de vols et de fausses urgences sont sorties. Je les ai agrafées. Je ne finançais pas seulement mon propre manque de respect. Je finançais une entreprise criminelle dirigée par les personnes qui partageaient mon ADN. Il était temps de fermer la banque. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. L'entrepôt était plus calme maintenant. La plupart du personnel était rentré pour le week-end. Les lumières de sécurité bourdonnaient. J'ai marché jusqu'au quai de chargement. La lourde porte roulante était ouverte d'environ 1,20 m. Debout là se trouvait Monsieur Lefebvre, le gérant du lieu. Il avait l'air en sueur. Il portait un smoking, mais sa cravate était desserrée. Il tenait un terminal de carte de crédit portable dans une main et une pile de reçus dans l'autre. Quand il m'a vu, il a eu l'air confus. Il a regardé par-dessus mon épaule, s'attendant à voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un en costume, quelqu'un d'important. « Excusez-moi, mademoiselle », a-t-il dit, la voix impatiente. « J'attends le propriétaire. » Votre agent de sécurité a dit. « Je suis la propriétaire », ai-je dit. Je ne l'ai pas crié. Je l'ai juste dit. Il a cligné des yeux. Il a regardé mon sweat. Il a regardé mes baskets. Il a laissé échapper un petit souffle dédaigneux. Écoutez, je n'ai pas le temps de jouer. Je dois parler à la personne qui signe les chèques pour l'Iron Line Collective. J'ai une situation à côté concernant un parent d'eux. Attendez. Il a plissé les yeux vers moi. Vous êtes la fille dans la ruelle. Celle qu'Hélène a chassée. Oui, ai-je dit. Je suis Camille Dubois et je suis propriétaire de ce bâtiment.
Je suis propriétaire de l'Iron Line Collective et, jusqu'à il y a environ 1 heure, je suis propriétaire de la carte de crédit que vous tenez. La bouche de Monsieur Lefebvre s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé l'immense entrepôt derrière moi. Il a regardé les scanners de sécurité high-tech. Puis il m'a regardé à nouveau. La prise de conscience l'a frappé de plein fouet. Son visage est devenu pâle. Vous avez payé la compte, a-t-il balbutié. Le chèque venait d'une SARL. Je ne savais pas. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Quel est le problème, monsieur Lefebvre? Eh bien. La facture finale, a-t-il dit en levant la machine. La fête a duré plus longtemps. Ils ont commandé 5 bouteilles supplémentaires de Dom Pérignon. Ils ont ajouté un service de caviar. Le solde total dû est de 8 000 € supplémentaires. J'ai haussé les sourcils. Bien sûr, il l'avait fait. Pourquoi économiser de l'argent quand Camille paie? Et, ai-je demandé. Et la carte a été refusée, a-t-il dit. Code 05, ne pas honorer. Je l'ai essayé 3 fois. Puis je suis allé trouver Madame Dubois. Elle m'a dit de... Eh bien, elle m'a dit de me débrouiller et d'arrêter de l'ennuyer. Ça lui ressemble bien, ai-je dit. Puis elle m'a donné une autre carte, a poursuivi Lefebvre. Sa carte personnelle. Celle-là a été refusée aussi. Puis Monsieur Lawson m'a donné sa carte professionnelle. Refusée. Il avait l'air terrifié. Mademoiselle Dubois, la facture est impayée. Si elle n'est pas payée, je dois appeler la police. C'est la politique. C'est un vol de service. J'ai regardé la petite machine. Monsieur Lefebvre, ai-je dit, avez-vous la facture? Il m'a tendu le papier. Je l'ai regardé. Caviar, 800 €. Champagne, 2500 €. Je ne paie pas ça, ai-je dit. Mais. J'ai payé la compte, ai-je dit. C'était mon cadeau. Je ne paie pas pour l'excès. Et j'ai annulé cette carte il y a 1 heure parce que ma famille a l'habitude de dépenser de l'argent qui n'est pas le leur. Qu'est-ce que je fais? A-t-il demandé. Il transpirait abondamment maintenant. Retournez-y, ai-je dit en montrant le jardin. Et dites-leur qu'ils doivent payer. Espèces, carte de débit, chèque, bijoux. Je m'en fiche. Mais ne revenez pas ici. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent, a chuchoté Lefebvre. Monsieur Lawson a dit que ces fonds sont bloqués dans des obligations à l'étranger. J'ai ri. C'était un rire sombre et sec. Les fonds de Monsieur Lawson sont bloqués au pays de l'imaginaire. Ce n'est pas mon problème. Je me suis approché de lui. Allez chercher votre argent, monsieur Lefebvre. C'est votre travail. Il a hoché la tête, a dégluti difficilement et s'est retourné. Il a couru vers le portail du jardin. J'ai attendu un instant. Puis j'ai regardé Marc. Ouvre le portail, ai-je dit. Je veux regarder. Marc a appuyé sur un bouton sur le mur. Le lourd portail en fer qui séparait notre zone de chargement de l'entrée de service du lieu s'est ouvert en glissant. J'ai traversé. Je ne suis pas entré dans la fête. Je suis resté dans l'ombre de l'entrée de service, derrière une pile de caisses. J'avais une vue parfaite sur la table principale. La musique s'était arrêtée. Les invités se tenaient là maladroitement, sentant la tension. Monsieur Lefebvre se tenait à la table d'honneur. Il ne chuchotait plus. Monsieur, je ne peux pas vous laisser quitter les lieux tant que cette facture n'est pas réglée, a dit Lefebvre d'une voix forte. Vincent était debout, le visage rouge. C'est ridicule. Je vous ai dit de repasser la carte. C'est une erreur de la banque. Je l'ai passée 4 fois, monsieur, a dit Lefebvre. Elle est gelée. La banque dit que le compte est fermé. Fermé, a crié Hélène. Elle s'est levée d'un bond. C'est impossible. C'est le compte de Camille. Elle n'oserait pas. Les invités ont halté, les têtes se sont tournées. Camille, a dit Chloé en regardant autour d'elle. Où est-elle? Maman, tu as dit qu'elle était partie. Elle est partie, a crié Hélène. Elle a sorti son téléphone. Elle composait mon numéro. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche.
Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. Elle ne répond pas, a crié Hélène. Elle a regardé Lefebvre. Écoutez, il doit y avoir une erreur. Ma fille s'occupe de ces choses. Facturez-la simplement. Nous réglerons ça plus tard. J'ai parlé à votre fille, a dit Lefebvre. Sa voix était froide maintenant. Il en avait fini d'être poli. C'est elle qui m'a dit de revenir ici et de percevoir le paiement auprès de vous. Le silence est tombé sur le jardin. Même le vent semblait s'être arrêté. Elle. Quoi, a chuchoté Chloé. Elle a dit qu'elle ne paierait pas, a annoncé Lefebvre. Et elle a dit que si vous ne pouviez pas payer, je devais appeler la police. La police, a crié Vincent. Savez-vous qui je suis? Je sais que vous êtes un homme qui ne peut pas payer son champagne, a rétorqué Lefebvre. Il a sorti sa radio. Sécurité, verrouillez les portes d'entrée. Personne ne sort. Appelez le commissariat. La panique a éclaté. Non, 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 Hélène a attrapé le bras de Lefebvre. Vous ne pouvez pas appeler la police. Pensez à la réputation. C'est une baby shower. Alors payez la facture, a dit Lefebvre. 8420 €. Vincent tapotait frénétiquement sur son téléphone. Je savais ce qu'il faisait. Il essayait de transférer de l'argent. Il vérifiait ses autres comptes, mais je savais quelque chose qu'il ne savait pas. J'avais arrêté tous les virements. Le salaire que je lui versais chaque mois, j'avais annulé le paiement automatique ce matin-là. Il arrivait habituellement sur son compte le 15, mais il empruntait souvent dessus. Mon application ne charge pas, a menti Vincent, la voix brisée. Le signal est mauvais ici. Ma carte, a pleuré Chloé. Essayez à nouveau ma carte. Je l'ai essayé, Madame Lawson, a dit Lefebvre. Refusé. Fonds insuffisant. Chloé s'est laissée tomber sur sa chaise. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas les jolies larmes embuées qu'elle utilisait pour les photos. Des larmes laides, effrayées. C'est humiliant, sanglotait-elle. Maman, fais quelque chose. Hélène avait l'air folle. Elle a regardé ses amis qui chuchotaient derrière leurs mains. Elle a regardé les serveurs qui bloquaient les sorties. Je peux faire un chèque, a dit Hélène, les mains tremblantes. Je ne peux pas accepter un chèque personnel pour ce montant sans vérification, a dit Lefebvre. Et vu l'état de vos cartes, je doute qu'ils soient approvisionnés. Il avait raison. Il ne le serait pas. Hélène avait exactement 400 € sur son compte courant. Je le savais, j'avais vérifié le grand livre. Je suis sorti de derrière les caisses. Je ne suis pas entré dans la lumière. Je me suis juste tenu au bord de l'ombre, là où la ruelle rencontrait le jardin. Vincent m'a vu le premier. Camille, a-t-il crié. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Toi. Qu'est-ce que tu as fait? Hélène s'est retournée brusquement. Elle m'a vu dans mon sweat. Son visage s'est tordu en un masque de rage. Camille, a-t-elle hurlé. Règle ça immédiatement. Donne-lui ta carte. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça? Je suis resté là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je ne peux pas, ai-je dit. Ma voix était calme, portant à travers le jardin silencieux. Je gâche l'esthétique, vous vous souvenez? Arrête ça, a crié Chloé. Paie-le, c'est tout. Arrête de faire ta gamine. Je n'ai pas d'argent, ai-je dit, mentant sans effort. Je suis juste une pauvre fille qui dort dans sa voiture. N'est-ce pas ce que tu as dit à Madame Lefebvre? Hélène s'est figée. Elle a regardé Madame Lefebvre, qui se tenait à proximité, l'air choqué. Balbutia Hélène. Vous vouliez que je sois invisible, ai-je dit. Alors, je suis invisible. Mon argent est invisible aussi. Camille, s'il te plaît, a dit Vincent. Son ton a changé instantanément. Il est passé de la colère à la supplication. Allez, on est une famille. Couvre juste ça et je te rembourserai lundi. Mes investisseurs virent des fonds lundi. Je l'ai regardé. J'ai levé le paquet de papier dans ma main, le grand livre imprimé. Il n'y a pas d'investisseurs, Vincent, ai-je dit.
Il est devenu blanc. Je sais pour la société écran, ai-je dit. Je sais pour les faux serveurs. Je sais pour Saint-Tropez. Vincent a fait un pas en arrière. Il avait l'air sur le point de vomir. De quoi parle-t-elle, a demandé Chloé, en regardant son mari. Je parle du fait que ton mari me vole depuis 2 ans, ai-je dit. Et je parle du fait que je viens de fermer le robinet. J'ai regardé ma mère. Et toi, maman, comment va le toit? Ou devrais-je demander comment va le lifting? Hélène a halté et a couvert sa bouche. La fête est finie, ai-je dit. Vous devez payer vos propres factures maintenant. Je leur ai tourné le dos. Camille, tu ne peux pas nous laisser ici, a crié Hélène. Ils vont nous arrêter. Je sais, ai-je dit. Vous devriez probablement appeler un avocat. Oh, attendez. Vous n'en avez pas les moyens. Je suis retourné par le portail. Ferme-le, ai-je dit à Marc. Le lourd portail en fer s'est refermé avec un dernier clang retentissant, coupant le son de leurs cris. Je suis resté sur le quai de chargement une seconde, écoutant le silence. C'était fait. Le pont n'était pas seulement brûlé. Je l'avais fait sauter. Et maintenant, patronne, a demandé Marc. J'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais plus légère que l'air. Maintenant, ai-je dit, on les laisse faire face aux conséquences. Je rentre chez moi. Je suis allé à ma voiture. Pas la berline cabossée que je conduisais habituellement chez eux. Je suis passé devant pour aller au fond du garage où une housse de protection recouvrait une forme. J'ai retiré la housse. En dessous se trouvait une Porsche 911 de collection, noir mat, restaurée à la perfection. Je suis monté dedans. J'ai démarré le moteur. Il a rugi, résonnant dans l'entrepôt. Je suis sorti par la sortie latérale, m'insérant dans la circulation. En passant devant le lieu de l'événement, j'ai vu une voiture de police arriver, gyrophares allumés. Je n'ai pas ralenti. J'ai juste monté le son de la radio et j'ai roulé vers la ville. Je ne suis pas retourné au petit appartement délabré où ma famille pensait que je vivais. J'ai conduit jusqu'à ma vraie maison. C'était un penthouse au 42e étage avec vue sur le port. C'était calme. C'était propre. C'était à moi. J'ai versé un verre d'eau et me suis assise sur mon canapé blanc. J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Il vibrait sans arrêt depuis 40 minutes. On aurait dit une abeille en colère piégée dans un bocal. Finalement, je l'ai pris. Il y avait 52 appels manqués. 30 textos. J'ai ouvert les messages. Je n'avais pas peur. Je me sentais juste fatigué. Maman, décroche le téléphone. La police est là. Ils mettent Vincent dans une voiture. Maman, Camille, ce n'est pas drôle. Tu dois les payer. Ils menacent de nous inculper pour fraude. Chloé, tu as ruiné ma baby shower. Je ne te pardonnerai jamais. Mes amis filment ça. Je vais être la risée de tous. Vincent, appelle la banque maintenant. Dis-leur que c'était une erreur ou je te poursuis en justice. J'ai fait défiler les messages. Pas un seul ne me demandait si j'allais bien. Personne n'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Ils ne se sont pas souciés de mes sentiments. Ils n'ont demandé que l'argent. Puis le ton a changé. Les textos d'une heure plus tard étaient différents. Ils devaient avoir été libérés. J'ai supposé que maman avait utilisé la dernière limite de sa carte de crédit d'urgence pour payer la caution ou régler la dette minimale. Maman, nous sommes à la maison. Nous devons parler. Viens à la maison immédiatement. Chloé, je ne peux pas te croire. Tu es égoïste. Tu es jalouse parce que j'ai une vie et que tu n'as rien. Vincent, je sais que tu as de l'argent, Camille. Je ne sais pas comment tu l'as eu, mais dissimuler des actifs est illégal. Nous allons avoir une longue discussion demain. J'ai posé le téléphone. Jalouse, ai-je murmuré à la pièce vide. Chloé pensait que j'étais jalouse de sa fausse vie. Elle pensait que j'enviais les dettes, le stress, le besoin constant d'impressionner des étrangers. J'ai regardé autour de mon penthouse. J'avais des œuvres d'art originales sur les murs. J'avais la paix. J'avais une entreprise qui habillait des milliers de personnes. Je n'étais pas jalouse. J'étais libre.
Mais lire le texto de Vincent m'a donné un sentiment de froid. Dissimulé des actifs. Il n'était pas triste. Il était à la chasse. Il était comme un requin qui sentait le sang dans l'eau. Il réalisait que la sœur pauvre n'était pas pauvre et maintenant il voulait un morceau du gâteau qu'il n'avait même pas aidé à faire cuire. Mon téléphone a encore vibré. Vincent, je viens à l'entrepôt demain matin. Nous allons régler ça. Si tu ne me laisses pas entrer, j'amène la police. J'ai ri. Il amenait la police dans mon immeuble. Viens donc, Vincent, ai-je dit doucement. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la ville étaient magnifiques. Pour la première fois depuis des années, je ne sentais pas le poids lourd de leurs attentes. J'avais lâché la corde. Ils tiraient encore, essayant de me ramener dans la boue. Mais je n'étais plus là. Je me suis couché tôt. J'ai dormi comme un bébé. Le dimanche matin à l'Iron Line Collective était habituellement silencieux, mais quand je suis entré à 7 heures, le panneau de sécurité clignotait en rouge. Statut, ai-je dit en passant devant la réception. Marc était déjà là, regardant les moniteurs. Il avait l'air sombre. Quelqu'un a tenté d'accéder à la salle des serveurs à distance à 3 heures du matin, a dit Marc. Et puis il y a 20 minutes, quelqu'un a essayé d'utiliser une vieille carte d'accès à l'entrée des employés sur le côté. Qui, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Marc a tapé sur l'écran. La vidéo de sécurité en noir et blanc s'est lancée. C'était Vincent. Il avait l'air terrible. Il portait toujours le costume de la baby shower, mais sa cravate avait disparu et sa chemise était déboutonnée. Il avait l'air en sueur et désespéré. Dans la vidéo, il passait une carte encore et encore contre le lecteur. C'était un vieux badge de visiteur que je lui avais donné il y a 2 ans quand il s'était arrêté pour utiliser les toilettes, ce qui, je le réalisais maintenant, n'était qu'une mission de reconnaissance. Quand la porte ne s'est pas ouverte, il l'a frappé du pied. Puis il a sorti son téléphone et a commencé à taper furieusement. Il essaie de pirater le réseau, a dit Marc. Notre pare-feu l'a attrapé immédiatement. Il utilise un craqueur de mots de passe par force brute. C'est du travail d'amateur, mais l'intention est malveillante. Il n'essaie pas seulement de parler, ai-je dit en regardant l'écran. Il essaie de s'introduire. Pourquoi, a demandé Marc. Il sait que vous lui avez coupé les vivres. Pourquoi s'introduire? Parce qu'il se noie, ai-je dit. Et il pense qu'il y a un radeau de sauvetage à l'intérieur de mes serveurs. J'ai marché jusqu'au terminal principal. Affiche les journaux de sa tentative de piratage. Que ciblait-il? Marc a tapé quelques commandes. Il ciblait les numéros de routage financier. Et... Attendez, Marc a froncé les sourcils. Il essayait d'accéder au dossier de la propriété intellectuelle, les dépôts de brevets pour la nouvelle technologie de tissu. Mon sang s'est glacé. Il n'essayait pas seulement de voler de l'argent. Il essayait de voler mon travail. Il voulait les plans de la technologie Iron Line. S'il les obtenait, il pourrait les vendre à un concurrent pour des millions. Il pourrait effacer ses dettes et détruire mon entreprise d'un seul coup. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était de l'espionnage industriel. Ce n'est pas un beau-frère, ai-je dit, la voix dure. C'est un criminel. Il est toujours dehors, a dit Marc. Il est assis dans sa voiture sur le parking. Je pense qu'il attend que vous arriviez. J'ai regardé le moniteur. J'ai vu la BMW de location de Vincent garée de travers sur le parking. Il fixait la porte d'entrée. J'ai senti une vague de colère, chaude et vive. Il m'avait humilié pendant des années. Il avait pris mon argent. Et maintenant, quand j'ai finalement dit non, il a essayé de me voler jusqu'au dernier sou. Laissez-le entrer, ai-je dit. Marc m'a regardé. Quoi? Pas dans la salle des serveurs, ai-je dit. La salle de réunion. Déverrouiller la porte d'entrée. Désactiver l'alarme du hall principal. Laissez-le entrer. Vous voulez le confronter? Non, ai-je dit. Je veux en finir avec lui. S'il veut une réunion, il aura une réunion. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que j'utilisais rarement. C'était la ligne directe de la procureure de la ville, une femme qui portait mes manteaux et savait exactement qui j'étais. Allô,
a-t-elle répondu. C'est Camille Dubois, ai-je dit. J'ai un intrus dans mon siège social qui tente de voler des secrets commerciaux. J'ai des journaux numériques et des preuves vidéo. J'aimerais signaler un crime. J'ai raccroché et j'ai regardé Marc. Escortez-le jusqu'à la salle de réunion quand il entre, ai-je ordonné. Dites-lui que je suis prête à négocier. J'ai ajusté mon sweat. Je ne me suis pas changé pour mettre un costume. Je n'avais pas besoin de m'habiller pour lui. Je suis propriétaire de l'immeuble. C'est l'heure de la dernière représentation, ai-je dit. Je me suis dirigé vers les escaliers. Vincent voulait voir le patron. Il était sur le point de la rencontrer. J'étais assise dans la salle de réunion, à attendre. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Sur la longue table en verre devant moi, j'avais disposé 3 dossiers, rouge, bleu, noir. Marc avait escorté Vincent dans la salle d'attente en bas. Je l'observais sur le moniteur. Il faisait les 100 pas, parlant fort au téléphone. Ouais, je rencontre le propriétaire maintenant, disait Vincent à quelqu'un, probablement Chloé. Ne t'inquiète pas, bébé. Je vais leur faire peur. Je vais menacer de les poursuivre pour préjudice moral. On fera annuler cette facture et peut-être même obtenir un règlement en espèces. Il prévoyait de faire chanter le propriétaire. Il n'avait aucune idée que le propriétaire, c'était moi. J'ai baissé les yeux sur le dossier noir. C'était celui que mon expert comptable judiciaire m'avait envoyé par email 10 minutes plus tôt. Je savais que Vincent était mauvais avec l'argent. Je savais qu'il était avide, mais jusqu'à ce que je voie ses papiers, je ne savais pas qu'il était un cerveau criminel. Les registres montraient où mes prêts étaient réellement allés. Je pensais financer une start-up à Seattle. En réalité, je finançais une société écran enregistrée aux îles Caïmans. La société s'appelait DL Holdings, Derek Lawson Holdings. Il n'avait pas perdu l'argent dans de mauvaises affaires. Il l'avait fait sortir du pays. Il cachait près de 200 000 € de mon argent sur un compte offshore pendant que sa femme, ma sœur, me pleurait au téléphone de ne pas pouvoir s'offrir une poussette. Il ne se noyait pas. Il thésaurisait. Il m'avait regardé conduire ma vieille berline. Il m'avait regardé porteur les 3 mêmes suites. Il m'avait laissé vivre comme une miséreuse pendant qu'il était assis sur une pile de mon argent, riant de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. J'ai senti une dureté froide s'installer dans mon estomac. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. J'en avais juste fini. La porte de la salle de réunion s'est ouverte. Il est là, directrice, a dit Marc. Faites-le entrer, ai-je dit. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas retourné. Je suis resté assise au bout de la table, le dos à la porte, regardant par la fenêtre l'horizon de la ville. J'ai entendu des pas lourds sur la moquette. Finalement, la voix de Vincent a retenti. Écoutez, qui que vous soyez, vous avez 5 minutes avant que j'appelle mon avocat. Vous avez humilié ma femme hier, et j'attends une compensation. Il a claqué sa mallette sur la table. Vous m'écoutez, a-t-il crié. Retournez-vous. J'ai lentement fait pivoter ma chaise. Bonjour, Vincent, ai-je dit. Vincent s'est figé. Sa bouche est restée ouverte. Il m'a regardé, puis a regardé autour de la pièce, puis m'a regardé à nouveau. Camille, a-t-il bafouillé. Il a laissé échapper un rire confus et nerveux. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es entré par effraction? Tu ne peux pas être ici. Le propriétaire arrive. Assieds-toi, ai-je dit. Je ne m'assois pas avec toi, a-t-il lancé, le visage devenant rouge. Petite peste. Tu as tout gâché. Sais-tu à quel point Chloé est embarrassée? Sors de cette chaise avant que le vrai PDG n'arrive et nous fasse arrêter tous les deux. Je suis la PDG, ai-je dit. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Vincent a cligné des yeux. Quoi? Je suis la PDG, ai-je répété. Je suis la fondatrice, la propriétaire et l'unique actionnaire de l'Iron Link Collective. Ce bâtiment est à moi. La table que tu viens de frapper est à moi. C'est impossible, a-t-il chuchoté. Tu tricotes des couvertures. Tu es fauché. J'ai fait glisser le dossier rouge sur la table.
Il a glissé doucement sur le verre et s'est arrêté juste devant lui. Ouvre-le, ai-je dit. Il l'a ouvert avec des mains tremblantes. C'était le titre de propriété du bâtiment et les statuts de la société datant de 5 ans. Camille Dubois, présidente. Il a levé les yeux. La couleur a quitté son visage. Il avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu as des millions, a-t-il chuchoté. Et tu nous as laissés. Tu nous as laissés galérer. Je ne vous ai pas laissé galérer, ai-je dit. Je vous ai donné des centaines de milliers d'euros et vous les avez volés. J'ai fait glisser le dossier noir. Je sais pour les comptes au Caïman, Vincent, ai-je dit. Je sais pour DL Holdings. Je sais que tu n'as pas perdu l'argent. Tu me l'as volé. Il a lâché le dossier. Il a commencé à trembler. Camille, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Je le gardais pour la famille. C'était un fonds d'investissement surprise pour Chloé, pour le bébé. Menteur, ai-je dit. On peut arranger ça, a-t-il plaidé. Il a contourné la table vers moi, les mains tendues. On est une famille. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Je te rembourserai. Donne-moi juste du temps. Ne me ruine pas. Tu t'es ruiné toi-même, ai-je dit. J'ai appuyé sur un bouton sous la table. La porte latérale s'est ouverte. 2 policiers sont entrés. Derrière eux se trouvait la procureure elle-même. Vincent s'est retourné. Non, a-t-il gémi. Non, s'il vous plaît. Vincent Lawson, a dit l'officier en s'avançant. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, fraude électronique et détournement de fonds d'entreprise. Ils lui ont saisi les bras. Il n'a pas résisté. Il s'est juste affaissé. Toute l'arrogance s'échappant de lui comme l'air d'un pneu crevé. Alors qu'il l'emmenait, il s'est retourné vers moi. Camille, a-t-il crié. Appelle maman, aide-moi. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne peux pas, ai-je dit simplement. Mes comptes sont gelés. La porte s'est refermée. La pièce était de nouveau silencieuse. J'ai regardé la chaise vide où il s'était tenu. J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. C'était fini. 3 semaines plus tard. La ville était calme. Je me tenais sur le toit de l'entrepôt. C'était mon endroit préféré. Le vent soufflait, mais j'étais au chaud dans mon sweat Iron Line. Les choses avaient changé rapidement. Vincent était en prison, en attente de son procès. L'épreuve était accablante. Il ne sortirait pas avant longtemps. Chloé a dû retourner vivre chez maman. La banque a saisi leur maison. Ils ont saisi les voitures en leasing. La vie parfaite qu'ils avaient construite sur mon argent s'était évaporée en 48 heures. Mon téléphone ne sonnait plus autant. Maman avait essayé de venir au bâtiment une fois. La sécurité ne l'a même pas laissé entrer sur le parking. Elle se tenait au portail, criant que j'étais une fille ingrate, que j'avais détruit la famille. Mais je n'avais pas détruit la famille. J'avais juste allumé les lumières. C'étaient eux qui ne pouvaient pas survivre à l'éblouissement. J'ai regardé la ruelle en bas. Je pouvais voir l'endroit où je m'étais tenu pendant la baby shower, tenant mon sac en papier craft. Je me suis souvenu à quel point je me sentais petite ce jour-là. Je me suis souvenu que je souhaitais avoir une place à leur table. Maintenant, je réalisais que je n'avais jamais eu besoin de leur table. J'avais construit la mienne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Sarah, mon ingénieur en chef. Un texto. Les nouveaux designs sont prêts pour approbation. L'équipe t'attend. J'ai souri. Je n'étais pas une victime. Je n'étais pas la paria. J'étais Camille Dubois. Je me suis détourné du bord du toit. J'ai marché vers la porte qui menait à mon usine, à mes gens et à ma vie. Je suis propriétaire de l'immeuble. Je suis propriétaire de l'entreprise. Et pour la première fois de ma vie, je suis propriétaire de ma tranquillité.